ça me fait plaisir de vous revoir, de vous retrouver. Je vais vous parler un petit peu technologie là pendant quelques instants ce matin. Donc, je trouvais intéressant de faire un petit point, un peu un point d'étape. La présentation n'a pas vocation à être exhaustive, bien entendu, elle est juste destinée à vous donner des repères et des balises sur ce sujet, largement controversé, mais assez captivant, assez passionnant. Moi-même, depuis maintenant 2-3 ans, je suis en train de commencer à creuser ce sujet-là, ou en tout cas à rentrer dans cette enquête. Ça fait suite au numéro de Orbs qu'on a fait au numéro, le Orbs Special Contact qui traitait de la question ovni extraterrestre et où on a fait un peu un tour d'horizon du sujet art ufologique inclus avec des artistes et des peintres sous-coupistes pourrait-on dire. Et puis là je suis en train, donc depuis 2 ans j'ai travaillé sur un ouvrage qui m'a fait donner un peu un tour d'horizon entre les approches tôle et boulon, c'est-à-dire ceux qui sont sur une ufologie plutôt matérielle, technologique, avec des objets, avec des artefacts, avec éventuellement bien sûr des technologies fussent-elles d'origine humaine. Et puis une approche un peu plus spirituelle ou conscientielle qu'on appelle les galactiques ou en tout cas qui est liée à ce qu'on appelle ovni et conscience, qui a une tendance forte, enfin une tendance qui s'est imposée depuis une dizaine d'années comme ayant droit de cité, quand bien même elle est retoquée par les tôles et boulons, mais en tout cas on a vraiment tout ça dans le paysage aujourd'hui. Donc là, au niveau de ce que je voulais vous montrer ce matin, la première chose, c'était ça, puisque je me doutais que c'est des sujets que vous ne suivez pas forcément intensément. Donc ça, par exemple, c'est un tableau, une synthèse, une infographie qui a été présenté par un bureau aux États-Unis qui s'appelle l'ARO, qui est le bureau des affaires, on va dire, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, des anomalies en tout genre. Et donc, ils ont fait un peu comme ça une synthèse au niveau des cas que eux, ils ont retenus dans leur base de données. Alors leur base de données est plutôt partielle aujourd'hui, puisqu'évidemment on a les ufologues de la vieille école qui montent au créneau en disant il y a plein de dossiers qui sont pas pris en compte, il y a plein de dossiers qui sont pas révélés, vous prenez pas en compte les dossiers qui ont été compilés par les associations d'ufologues, etc., etc. Donc il y a toute une bataille, ou en tout cas des polémiques et des controverses sur l'aspect quantitatif. Pour autant qu'on utilise des échantillons de 200 cas, ou des échantillons de 3000 cas, ou des échantillons de 200 000 observations, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous le montrer. Donc là, sur le côté ici, c'est l'altitude en général où on voit des observations. Donc, ils ont indiqué un peu ce qui est de l'ordre des montagnes. Là, c'est l'Everest qui est présent. Et puis après, les différents types de vols civils qu'il peut y avoir. Donc, le gros des observations se situe autour comme ça des 20 000 pieds, des 25 000 pieds. Donc, en gros, autour des 8 km, 10 km par là d'altitude, 6 km d'altitude. Et puis, à côté, les caractéristiques, là, c'est plus intéressant. On va passer directement au cercle, parce que ça fait le lien. Sur la morphologie, le gros paquet, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des objets, en général, une fois sur 2 à peu près, parce que je crois que c'est 47%. C'est ça. Une fois sur 2, ce qui va être vu, c'est un objet sphérique. Donc une boule, une balle, une bulle de feu, ou alors même directement une sphère métallique. En général, c'est rond. À côté, donc ça peut être polygonal, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, ça peut être un triangle, ça peut être un disque, ça peut être un cylindre. Donc il y a toute une gamme après de déclinaisons, mais en général, c'est rond. Et puis, l'autre gros paquet, c'est que dans une fois sur 5, on a du mal à déterminer la forme. Ok, voilà, c'est un peu la situation. Et après, on a cette partie centrale qui est également très intéressante. Donc, dans le cas de figure, pour un objet typique, donc là, c'est des tendances sur des données qui concernent des observations faites entre 1996 et 2023. Donc, l'objet typiquement va être circulaire, une taille en moyenne autour de 1 mètre ou entre 1 et 5 mètres. En général, ça va être blanc, ou alors argenté, ou alors légèrement transparent. L'altitude typique, comme on le disait, c'est entre 10 000 et 30 000 pieds. La vélocité, ça peut être du stationnaire, y compris avec un vent contraire, et jusqu'à du Mach 2 et au-delà. Il y a des 11 000 km/h qui ont pu être détectés. Il n'y a pas forcément de signature thermique, donc ça veut dire pas forcément d'écho infrarouge, si on raisonne en termes de catégorie lumineuse. Et puis, on peut avoir des signaux électromagnétiques qui vont être associés, des émissions électromagnétiques qui vont être associées aux observations.
donc entre 8 et 12 GHz, ou aussi dans la portion de 1 à 3 GHz, souvent c'est autour des 1,2 GHz. Et voilà. Donc il y a des signatures thermiques, mais qui ne sont pas des panaches thermiques qui sont projetés. Il n'y a pas de propulsion thermique comme nous on peut connaître de façon générale. Mais en revanche, il peut y avoir des échos de type infrarouge court ou alors infrarouge moyen. Voilà. Alors, un truc à avoir en tête, pourquoi je trouvais ça rigolo, ou pertinent en tout cas, d'aborder le sujet avec vous ici dans le cadre des rencontres de la couleur, c'est qu'en fait, quasiment dans 100% des observations, en l'occurrence c'est 90% des observations, 90-95% des observations, des alertes qui sont faites, on est face à un phénomène lumineux, ou en tout cas il y a une composante lumineuse. Et donc là, c'est un peu donc ça, c'est des stats qui sont liés à un ufologue français qui est vraiment quelqu'un de référence et qui a une pensée, qui participe vraiment à travers sa pensée à faire évoluer le cadre, enfin, qui est un des plus sérieux et donc en même temps un des plus innovants dans la façon de penser les choses, même s'il s'appuie aussi sur l'épaule de certains géants que je vous citerai au fur et à mesure de la présentation. Donc c'est Eric Zürcher qui a lu attentivement plus de 200 cas d'OVNI sur lesquels il a enquêté lui-même, et c'est à partir de là qu'il a fait, sur cette extraction en quelque sorte, sur ses propres vérifications personnelles, des propres références de cas. Et donc, dans 10% des cas, on a par exemple un contact rapproché, c'est-à-dire c'est ET téléphone maison, c'est la rencontre du troisième type, voilà, dans 10% des cas ou des notifications. Et puis sinon, en général, quasiment à chaque fois, on a de la dimension phénomène lumineux. Alors ça peut être blanc, ça peut être bleuté, ça peut être vert, ça peut être jaune, ça peut être orange. Malheureusement, je le dis tout de suite, ça va vous décevoir, mais on n'a pas forcément beaucoup d'analyse spectrale de cette lumière. Il y a eu quelques cas parfois. Donc ça veut dire qu'on se dit, tiens, il y a du magnésium, ou alors tiens, il y a du cuivre. Mais pour autant, comme c'est un peu des situations sur le vif, il n'y a pas, on n'a pas de données spectrales quant à la signature des éléments chimiques, des composants chimiques qui seraient présents au niveau de l'objet qui s'accompagne de ces phénomènes lumineux. Et puis ces phénomènes lumineux, ils peuvent aussi avoir d'autres origines. Donc, on va le qualifier de phénomène lumineux transitoire, donc TLE, c'est le nom en anglais. Et puis aussi ceux qui sont d'origine, donc des phénomènes lumineux transitoires, qui sont d'origine terrestre. Typiquement, les lumières qu'on peut observer au-dessus d'un séisme ou en situation qui précède un tremblement de terre, puisque ça fait partie des phénomènes géophysiques qu'on a pu documenter depuis les années 70. Pas dans un contexte OVNI, dans un contexte de recherche de précurseurs de séisme, mais donc les lueurs étranges qu'il peut y avoir dans certaines régions, on a vu ça en Chine, on a vu ça dans pas mal de cas, enfin c'est les cas qui ont été les plus documentés et qui ont déclenché des études universitaires. Eh bien, il y a plusieurs indices précurseurs qui... j'ai pas mal bossé dans les années 2005-2010 sur la question des précurseurs électromagnétiques liés au séisme. Et donc, il y a différents types d'indices qui sont associés. On est en train de commencer à les considérer sérieusement, y compris en les mettant ensemble. Mais en tout cas, ce qui était de l'ordre du phénomène étrange, paranormal, de lueur la nuit, quelques heures avant un séisme, maintenant, 20 ans après, 25 ans après, c'est sérieusement documenté d'un point de vue géophysique par rapport à ce qui se passe, que ça soit lié à la piézoélectricité, à la manière dont les roches se compriment et se pressent les unes sur les autres ou se tordent les unes sur les autres dans les sous-sols, et donc ça modifie les charges électriques présentes dans l'air et ça crée des effets d'ionisation de basse intensité. Ou aussi, là j'ai bouclé une enquête là, sur les dernières nouvelles en matière de fusion froide qui va sortir dans le daté novembre de Nexus, et il y a un il y a un sous-domaine de recherche au sein de la fusion froide qui est en train d'être pareil, d'arriver à une masse critique en termes de compréhension, donc d'acceptation et donc de perspective, c'est les émissions de neutrons. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes, il y a des émissions de neutrons qui sont associées à des situations de fusion froide, et en particulier quand on a des tensions, des tensions, des stress physiques qui sont appliqués à des matériaux, y compris à du granit, ça a été mesuré. Il y a des émissions de neutrons quand on cherche à briser du granit. Donc avant qu'il se brise, il y a comme ça des émissions de neutrons, et on a des études parallèles qui ont mis en évidence que, tiens, sur des failles sismiques, on a aussi peut-être un peu plus d'émissions de neutrons que la normale. Donc ça pose l'hypothèse que les neutrons peuvent être utilisés peut-être comme des précurseurs, comme des précurseurs, des indices précurseurs par rapport à des séismes. Fin de la parenthèse sur les séismes, et pour vous dire que ça bouge dans tous les sens en prenant en compte, entre guillemets, une énergétique scientifique.
Alors, il y a d'autres types de phénomènes lumineux, les reflets, les plasmas. On a ces fameuses émissions qui ont été mesurées. Dès les années 50, dès les années 60, on se retrouve, en gros, dès qu'on maîtrise la technologie radar, on est dans ces gammes de fréquences. Et en étant dans ces gammes de fréquences, en fait, on est en train de se rendre compte que soit il y a des parasites, soit il y a des émissions, soit il y a des interférences. Mais les objets peuvent être accompagnés de signatures électromagnétiques dans des catégories qui sont celles des micro-ondes. Le blurfo, ça c'est un jeu de mots un peu anglais, c'est quand les personnes prennent des photos par exemple, ils vont avoir un phénomène de points ou de halo sur leurs photos. Bon donc en anglais c'est blur, blurry, le côté flou, et donc ça peut être lié à un insecte qui passe, ça peut être lié à un truc qui est à l'origine de cette anomalie qu'on va voir sur un film ou qu'on va voir sur une photo. Voilà, d'où ce jeu de mots entre blurry et UFO. Les sprites, les elfes, ça c'est par rapport aux phénomènes atmosphériques liés qui ont été observés au-dessus des zones d'orage ou enfin liés à des phénomènes d'électricité atmosphérique mais qui se déroulent au-dessus des nuages. Donc il y a les orages et la pluie en dessous, et au-dessus il se passe des trucs qui peuvent être plutôt fulgurants. Alors enfin, ces phénomènes peuvent être soit évidemment visibles, y compris à l'œil nu, soit c'est plutôt l'imagerie infrarouge qui va nous permettre de les repérer, soit tout ce qui est lié aux technologies micro-ondes. Alors, qui a entendu parler déjà parmi vous des Foo Fighters ? 4, 5, 6, ok. Donc en fait, quant à l'histoire, on pourrait dire des observations d'OVNI. Bon, l'histoire est longue et en fait, si on veut vraiment être exhaustif et si on veut être complet, ça va bien avant la Seconde Guerre mondiale. Mais on va dire que l'ufologie moderne, militaire quelque part, c'est vraiment avec la Seconde Guerre mondiale que c'est à cette époque-là, c'est entre 1942 et 1947, on y reviendra juste après, que ça commence et que ça commence, c'est-à-dire qu'on a des états-majors militaires qui vont commencer à s'en préoccuper, et ça commence au sens où le phénomène devient médiatique avec des articles dans la presse, on y reviendra après. Donc les Foo Fighters, en gros, là vous voyez les 2-3 phénomènes lumineux qu'on voit sur cette image. C'est donc en fait des boules de lumière. Est-ce que c'était des boules de plasma? Est-ce que c'est des armes électromagnétiques? En tout cas, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été avancées pendant les 20 ou 30 ans de recherche qu'il y a pu y avoir dessus, ou en tout cas des enquêteurs qui ont bossé là-dessus. Donc en gros, on est dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a un front de la guerre qui est aérienne, qui se déroule sur le nord de l'Europe, entre la Grande-Bretagne, la Scandinavie, l'Allemagne, et on a donc des bombardiers alliés qui se retrouvent à croiser le chemin de boules lumineuses autour d'eux, mais c'est surtout que ces boules lumineuses ont un comportement. Elles viennent vers les bombardiers, elles tournent autour, elles foncent sur eux. C'est super bizarre. Donc elles peuvent autant les côtoyer genre on se suit, on vole ensemble, que jouer avec ou tourner autour. Et donc ces bulles de lumière, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu d'accident, il n'y a jamais eu de bulles de lumière qui sont venues percuter des avions, il n'y a jamais eu de combat aérien en tant que tel entre eux. Et donc, ce qui fait que du point de vue des états-majors, il y a quelque chose qui se passe, c'est préoccupant, mais pour autant, ça n'a pas l'air d'être dangereux. C'est pour ça que c'est sans doute pas une arme. Ou en tout cas, si c'est une arme, c'est vraiment, ils sont pas très dégourdis puisque ça a touché personne et on n'a pas eu de dégâts, quoi. On n'a pas eu de dommages. Voilà. Donc ça, c'est un peu donc on a des débriefs de pilotes qui reviennent de campagnes, de bombardements et ainsi de suite, et qui racontent ce qu'ils ont vu. Donc c'est pas arrivé qu'une fois, c'est plusieurs reprises. On a aussi, il y a un cas par exemple où ça a été en Pologne, des avionneurs ou des pilotes polonais qui se sont retrouvés à être vraiment avec les boules de lumière qui fonçaient sur eux, qui leur filaient droit dessus, etc., etc. Donc on a vraiment comme ça pas mal de... Il y avait un militaire qui est dans l'armée britannique et dans l'armée américaine qui était dédié au débrief et au recueil de ces témoignages au retour de mission. Donc là encore, plusieurs types de couleurs, jaune, orange, bleu, verte, argenté. Donc on a toute une gamme de couleurs qu'on ne peut pas forcément attribuer à un élément chimique ou un niveau d'énergie donné. On peut avoir un ordre d'idée, mais il n'y a rien de fixé ou d'arrêté. En tout cas, on peut pas, sur la base de ces hypothèses, on ne peut pas en tirer des conclusions fermes. L'ufologie moderne, elle débute là, à ce moment-là, avec les observations de Kenneth Arnold. Donc la photo qui est à côté, c'est pas ce qu'il a vu lui, c'est une photo qui a été prise début juillet au-dessus d'une ville aux États-Unis, mais ça s'apparente un peu à ce qu'il a pu voir en termes de nombre d'objets et puis surtout de date. Donc c'est le 24 juin 1947. Il y a eu un crash d'un avion militaire la veille
dans les montagnes près du Mont Rainier aux États-Unis. Et donc, lui, c'était un aviateur civil, c'était un chef d'entreprise. Il prend son petit avion, il monte dans le ciel, il participe aux recherches, puisqu'il y avait eu un appel aux volontaires pour aider à repérer où était l'avion qui s'était crashé. Et donc, il voit devant lui, traverser dans son champ de vision, 9 objets volants qui volent un peu en formation comme des grues, comme des oiseaux migrateurs, et qui donc sont en forme de flèche et qui s'éloignent. Et comme il est très aguerri en tant que pilote, la vitesse à laquelle ça parcourt son champ de vision et ça va disparaître derrière la montagne, ça donne une information comme quoi elle se déplace très vite et ça ressemble à des assiettes renversées et puis il y a des éclats métalliques plutôt argentés au niveau des objets. Et en fait, du fait que ça se déplace à la manière comme une soucoupe ou comme un objet plat qui rebondit à la surface de l'eau, que ça ressemble à une assiette renversée, c'est la presse qui va utiliser le terme de soucoupe volante. Ou en tout cas, lui n'a pas dit que c'était des soucoupes volantes, mais il a dit que ça ressemblait à des assiettes à l'envers. Et la presse donc utilise l'expression de soucoupe volante. Et c'est à ce moment-là, en 1947, il commence à... Parce que lui, il fait son observation le 24 juin, et c'est vers le 4 juillet, le 29 juin, que les premiers articles sortent, et c'est un retentissement de dingue au niveau des États-Unis. Et donc, voilà, on est avec l'opinion publique qui percute, et ça s'envole. Et donc, c'est là, ça intronise l'expression soucoupe volante. Alors, là, on est beaucoup plus récent, on est en 2023. Et ça, c'est une photo qui a été rendue publique, qui a été déclassifiée il y a une semaine par les autorités canadiennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en février 2023, donc il y a 1 an et demi, il y a eu toute une histoire de ballons, d'objets volants non identifiés, de crises. De crise chinoise, américaine, avec des objets qui étaient au-dessus du ciel américain et que des jets, des chasseurs ont été envoyés en mission pour les shooter. Vous avez entendu parler de ça? Ok, donc la plupart d'entre vous, super. Donc ça s'inscrit là-dedans, parce qu'en fait, il y a eu 4 objets qui ont été, sur une quinzaine de jours, qui ont survolé comme ça l'espace aérien nord-américain, donc États-Unis et canadien. Je dis nord-américain puisque, d'un point de vue militaire, d'un point de vue géopolitique, par rapport à la défense du ciel, en tout cas, ils ont une organisation commune qui s'appelle le NORAD. Donc le NORAD, c'est une organisation commune, États-Unis-Canada, de façon à s'assurer qu'on n'ait pas d'intrusion ou de danger qui viennent du ciel au-dessus du continent nord-américain. Et donc via ce commandement commun qu'ils partagent, eh bien en fait, ils se retrouvent à avoir aussi des missions communes au niveau des pilotes. Donc il y a eu 3 observations qui ont été faites. On va les voir directement là ici. Voilà la carte. Donc il y en a une qui s'est passée comme ça sur le Canada. C'est l'objet que je vous ai montré, dont l'image a été divulguée il y a une semaine, 5-6 jours. Et puis les 3 autres qui, elles, se sont déroulées au-dessus du territoire américain, quand bien même ça inclut l'Alaska. Et la boule qui flotte avec les panneaux solaires, c'est donc une des photos qui a été prise par un avion qui surplombait un des objets. C'était le tout premier, c'est celui du 4 février, là, qui était sur la côte de Caroline du Sud. Donc ça, c'est le tout premier avion. Les Chinois disaient que c'était un engin civil. Donc là, cette photo elle est intéressante parce qu'on voit l'objet en question, ou en tout cas on voit le premier objet, puisque ça a été celui qui a été le plus vu, celui que je vous ai montré juste avant. L'image, on vient de l'avoir à l'instant, donc est-ce que ça ressemble à un ballon, est-ce que c'est autre chose? On n'a pas plus de données dessus, hein, c'est-à-dire que l'image a été déclassifiée par les autorités canadiennes, mais il n'y a pas eu d'informations techniques par rapport à l'objet, sa nature, ses rayonnements électromagnétiques, etc. etc. On s'est retrouvé avec 4 événements qui ont été groupés dans le temps sur une quinzaine de jours. Et donc, ça a fabriqué beaucoup les États-Unis et la Chine se sont fait les gros yeux, quoi, un peu intensément. Mais quand bien même, c'est que sur le premier objet que de l'info a circulé, avec donc les Chinois qui disaient « Désolé, c'est un ballon météo, c'est un ballon sonde qui a dérivé au fil des courants aériens et qui est venu au-dessus de vous, c'est un engin civil. » Et les Américains qui disaient « Non, 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 c'est militaire, c'est un truc pour faire du renseignement, c'est un ballon espion, et donc hors de question de le garder au-dessus de chez nous. » Et donc, ils l'ont shooté et ça donne cette photo-là, d'accord? Donc ça, c'est une photo qui résulte, semble-t-il, enfin, ça n'est qu'une photo avec une explication qu'on a mis autour, hein, de la récupération des débris
précis lié à l'objet qui a été celui du 4 février, hein, celui qu'on a vu en photo juste avant. Alors je dis un UFO abattu parce qu'en fait il y a eu des conférences de presse de la part des services, y compris de la Maison Blanche, hein, c'est pas que le Pentagone, et donc évidemment dans un contexte américain il y a la question du comme il disait que c'était des objets non identifiés, donc il y a des journalistes qui ont dit mais alors c'est un ovni, c'est un UFO, c'est quoi? Donc il y a le terme UAP aussi. Hein. Qui a déjà entendu parmi vous le terme de UAP? Bon, on y reviendra juste après sur la question de UAP. Donc en gros c'est un objet non identifié qui est là puisqu'on est en 2023. Et ça fait depuis décembre 2017 qu'il y a une grosse attention et beaucoup de tumulte au sein du Congrès américain sur la question de l'accès aux informations concernant les ovnis. Donc les UAP maintenant, comme on dit, hein, depuis 2017 au niveau du langage habilité. Mais moi je continue d'utiliser le terme ovni parce qu'on le connaît entre nous. Et donc le représentant de la Maison Blanche et du Pentagone va dire oui, c'est des UFO, enfin c'est des objets non identifiés. Et donc UAP, c'est le terme phénomène aérien non identifié. C'est-à-dire que OVNI, comme ça sous-entend que c'est un objet matériel, bon ben voilà, alors que UAP, c'est pas forcément un objet matériel, ça peut être un objet énergétique, ça peut être du plasma, en tout cas c'est un phénomène aérien, mais qui n'est pas forcément d'ordre matériel ou tangible. C'est la nuance qu'il peut y avoir et que donc du coup les puristes préfèrent le terme UAP. Moi perso, c'est juste une histoire que le mot OVNI est ridiculisé et les UAP du coup ça fait plus sérieux. Hein. On est d'abord dans ces contextes-là du point de vue du langage. Alors pourquoi les Américains sont si sensibles à la question des ballons? Parce qu'en fait, depuis 1942, ils ont des programmes de ballons espions. Et donc, ces programmes de ballons espions, c'est des ballons atmosphériques, stratosphériques, qui montent au-dessus des 10-20 km d'altitude, qui peuvent aller jusqu'à 50 km d'altitude. Et dans ces époques-là, c'est en 1942 qu'ils font leurs premiers essais, donc c'est à partir de 1950 que ça devient un peu plus maîtrisé. Donc ça, c'est un exemple de programme, hein, des expérimentations de ballons de haute altitude. En français, on parle de ballons stratosphériques. Et donc, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que, oui, effectivement, ça peut faire des observations d'OVNI en altitude, avec des flashs lumineux, des choses qu'on peut voir, y compris bien sûr quand on est en pilote d'avions civils, de Boeing, d'Airbus. Et deuxièmement, en fait, ça peut être autant des programmes militaires que des programmes scientifiques, y compris des programmes météo, quoi. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. La photo était jolie, ça c'en est une autre. Donc ce qui fait que tant la NASA que le CNES ou que l'Agence spatiale européenne, on a aussi des opérateurs privés, hein, proposent ce type de technologie qui participent des objets. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est le projet Génitrix. Ça s'est passé en 56, janvier-février 56. Et donc en fait, ça a été sur 2 mois. C'était une logique de. Donc on est dans plein milieu de la guerre froide. On doit être sur la fin où la guerre de Corée a dû se finir à ce moment-là, un an avant. Donc en fait, là, les États-Unis envoient 512 ballons espions. Il largue ça du côté de l'Europe et de la Turquie pour qu'à travers la dérive, à travers les vents, via la dérive apportée par le souffle des vents sur l'hémisphère nord, ça survole la Russie et que ça prenne des photos. Donc ils en ont en 2 mois, ils en ont envoyé 512 parce que c'était une structure qui s'appelle la RAND Corporation, qui est donc un think tank plutôt militaro-industriel dans le giron américain qui avait fait cette recommandation-là au ministère de la Défense. Il valait mieux faire des envois groupés sur un temps réduit pour limiter les risques de se faire repérer et de fabriquer trop de tensions au niveau diplomatique. Donc ils en ont envoyé 512, ils en ont récupéré 54, et il y en avait 31 qui contenaient des données, des photos exploitables. Parce qu'en fait, la petite nacelle que vous voyez en dessous, il y avait des appareils, des systèmes de photographie haute précision qui étaient gros comme des réfrigérateurs, en gros, hein, en termes d'objets, qui étaient là-haut et qui, donc, à ces altitudes-là de 20, 25, 30 km, qui prenaient des photos haute définition du sol. Donc, ce qui fait qu'on était vraiment avec des dispositifs à la fois lourds, à la fois blindés, quoi, enfin protégés des chocs, protégés du froid, et d'où à la fois cette déperdition ou le risque de casse qu'il pouvait y avoir, et à la fois
fois l'espèce de démonstration technologique, quand bien même l'intérêt du ballon, c'est que ça coûte pas très cher, ça coûte moins cher que de faire des fusées, d'envoyer des machins, des satellites, et en plus c'est plutôt passif et ça peut éventuellement être discret. Alors, cette photo est rigolote puisqu'on a à la fois les humains à côté qui, là le ballon c'est à peu près une hauteur de 20 étages, hein, les ballons qui étaient envoyés, de bâtiments de 20 étages, et puis on a un petit phénomène lumineux à côté qui est rigolo, donc on a un peu tout le monde là sur la photo, et donc Génitrix c'était le projet global, et puis il y en a eu plusieurs, il y a eu des sous-projets en gros en fonction des étapes, il y a eu Mogul, Skyhook, Moby Dick, Gopher. Mogul par exemple c'était le test d'envoyer des micros et de voir ce qu'on pouvait entendre, et c'était aussi pour voir un peu, entendre les sons qui pouvaient être présents à un niveau atmosphérique, et aussi, du coup, est-ce que ça allait saturer les systèmes d'écoute ou non. Skyhook, de mémoire, ça doit être par rapport à la cartographie des vents. Donc c'était l'histoire comment les vents vont nous aider à porter. Donc ils ont comme ça décomposé les différents paramètres ou facteurs clés de succès en différents sous-programmes qui se sont étalés entre les années 48 et 55, fin 55, et c'est en 56 qu'il y a eu ce lâcher de 512 ballons. C'était pas des lanternes chinoises, c'était des ballons espions américains. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, en 47, on est 2 semaines après Kenneth Arnold. On a autre chose qui s'est passé aux États-Unis, quand bien même c'est un peu passé. Ça n'a pas été vraiment repéré. Je sais pas que c'était discret, c'est juste ça n'a pas fait de vague quand ça a eu lieu. C'était juste un événement qui avait lieu sur une base américaine, qui est donc le crash de Roswell. Je dis le crash parce que du point de vue de la version, je fais court sur l'histoire de Roswell, du point de vue de l'armée de l'air américaine. Donc c'est pour ça que c'est l'abréviation USAF, Air Force US. Donc l'US Air Force, l'armée de l'air américaine. La version officielle, même s'ils ont changé plusieurs fois de version, la version officielle, c'est que c'est un ballon sonde, un ballon météo du projet Mogul qui s'est écrasé sur Roswell. Donc c'est des débris de ces programmes de ballons. Ça, c'est la version qui est mise en avant. Quand même sur Génitrix, les infos sont sorties en 70. Elles n'étaient pas connues avant. Donc c'est un ballon sonde. Et là, le visuel que vous voyez à côté, enfin la couverture d'un rapport, c'est le premier rapport officiel qui a été fait sur Roswell et qui date de 1995. Et donc c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est pas forcément non plus un ballon sonde. Ça peut être une étoile filante, ça peut être autre chose, mais c'est pas forcément un ballon sonde. Donc je trouve que cette couverture de rapport officiel est assez intéressante. Alors les 3 dates qui sont mentionnées, c'est en gros l'histoire de Roswell. Ça commence à faire des vagues où le mythe autour de Roswell, utilisons directement le terme qui convient, le mythe autour de Roswell, y compris d'un point de vue, d'abord du point de vue ufologie, ça remonte aux années 1981 avec l'apparition d'un bouquin aux US qui fait beaucoup de vagues, qui dit Roswell c'est en fait un crash. Il y a eu un crash d'OVNI en 47. Dans ce crash d'OVNI, il y avait plusieurs extraterrestres dedans. Il y en a un qui a été gardé, qui est resté vivant. Les autres étaient décédés. On a récupéré les technologies, on a récupéré les débris, etc., etc. Donc tout le mythe de Roswell se déploie dans ce bouquin-là qui sort en 81. Puis en 91, c'est le moment où on a la série X-Files qui rajoute un jeton dans la machine qui commence à sortir. Et Roswell fait partie des piliers du scénario ou de la saga X-Files. Et donc, c'est en 95 que ce rapport, qui est produit par l'équivalent de la Cour des comptes américaine sur Roswell, il y a eu d'autres rapports après, mais ce rapport donc de 95, c'est pas l'armée de l'air américaine qui le produit, c'est l'équivalent de la Cour des comptes. C'est une Cour des comptes qui est rattachée au Congrès américain. Le Congrès, c'est donc là où il y a les sénateurs et les représentants, l'équivalent des députés. Donc le GAO, qui est donc ce service du Congrès, qui fait donc un boulot. Ils ont fait des rapports très intéressants sur les armes à énergie, par exemple, qui est sorti il y a 3 ans. Enfin voilà, donc oui c'est ça, c'était il y a 3 ans qu'il est sorti leur rapport. Donc ils font comme ça. C'est les parlementaires qui les saisissent pour obtenir des rapports sur des thématiques données. On revient dans le passé. On a fini sur les ballons. Mais c'était intéressant parce que c'est pas très connu cette histoire des ballons espions et puis la façon dont les États-Unis vont faire les gros yeux à la Chine alors que ça fait 50 ans qu'eux ils utilisaient le système quand même. Voilà. C'est pour ça qu'ils savaient eux ils savent. Voilà. Donc le carrousel à Washington. Donc ça c'est l'expression officielle de ce qui s'est déroulé ce week-end-là, qui est une histoire complètement dingue. Donc il y a eu des boules lumineuses
qui ont été observés au-dessus de Washington et de la région de Washington, et en particulier sur le premier week-end du 19 juillet 52, donc c'est vers un samedi soir vers minuit, et puis j'ai commis une erreur dans le chiffre, ensuite c'est une semaine après, ça doit être le 26 ou le 27, désolé pour cette erreur. Et ensuite, donc une semaine après, c'est le week-end suivant, à nouveau un samedi soir, c'est rebelote, c'est à nouveau la fiesta dans les airs, avec les boules lumineuses qui donc font pas mal de facéties. Donc premièrement, elles sont plusieurs, elles sont 7. Deuxièmement, bon, il y a ce que je vous indique, qu'elles sont donc des pilotes d'avion de ligne vont décrire, l'un d'entre eux en particulier voit que c'est bleu blanchâtre. D'autres témoins, enfin des chasseurs, voient que ça ressemble à des boules de feu orange. Et vont les décrire comme des étoiles filantes sans traîner derrière. Mais ce qui est surtout particulier sur cette histoire incroyable, qui est peu connue chez nous, alors que ça a vraiment, je ne vais pas dire traumatisé, mais ça a marqué énormément les esprits, on le verra juste après, aux États-Unis, c'est que donc il y a les observations de boules de feu dans le ciel, mais ça débute par des observations radar. C'est-à-dire, c'est d'abord des radars qui ont détecté qu'il y avait un truc. Et donc, ils sont trois installations radars, dont celle de l'aéroport de New York, qui détectent ça. Donc, c'est les civils qui donnent l'alerte en disant il y a un truc dans le ciel, qu'est-ce que c'est? Dans un deuxième temps, c'est là où il y a les avions de chasse qui décollent. Et ce qui se passe, c'est que donc les boules lumineuses, au niveau des mouvements qu'elles avaient, les contrôleurs aériens ou les opérateurs radars qui les observaient disaient elles se déplaçaient comme des gamins qui sont en train de jouer en fait. Et quand les chasseurs, notamment le 19 juillet, ils ont décollé pour venir voir ce que c'était, s'en rapprocher, ainsi de suite, elles ont disparu. Elles n'étaient plus là. Et quand les chasseurs, au bout d'une heure et demie, ils sont retournés se coucher, et ben elles sont réapparues. Voilà. Donc, et ça a duré comme ça sur 2 week-ends. Donc ce qui fait que c'était un peu l'hystérie et c'était l'événement de l'année là à Washington sur ce truc-là, qui est donc un phénomène peu connu et que nous on a découvert quand on a travaillé sur le Orbs Special Contact. Et ça, c'est donc l'ufomania. Donc c'est la façon, ça c'est un petit graphe qui couvre l'année 52 et qui rapporte le nombre d'observations. Le nombre d'observations que les gens vont faire où ils disent j'ai vu un truc. Et donc ce tableau qui a été préparé par les services de l'armée de l'air qui suivaient la question OVNI. Donc en fait, entre le mois de février et le mois de juillet, en gros, il y avait 6 fois plus d'observations. Il y avait un petit peu l'histoire de Kenneth Arnold, donc Kenneth Arnold en 47 qui avait commencé à faire monter la température. En février 52, c'est le moment où il y a le projet Blue Book, qui est donc un truc très célèbre dans le contexte américain, mais qui était le projet de l'US Air Force pour enquêter sur les observations d'OVNI, qui a été mis en place et qui a duré jusqu'en 69, jusqu'au moment où officiellement aux États-Unis, il y a une commission d'enquête, une commission universitaire qui a rendu un rapport et qui a dit qu'il n'y avait aucun intérêt scientifique à étudier les soucoupes, pas les soucoupes, pardon, mais les UAP, les phénomènes aériens non identifiés, et que donc arrêtons de perdre du temps, de l'énergie et des ressources économiques là-dessus, il y a mieux à faire. Voilà. Donc ça a clôturé l'histoire et 2 mois après, le projet Blue Book était terminé. Et le projet Blue Book, le consultant scientifique du projet Blue Book, c'était Hynek, un scientifique que vous voyez dans Rencontre du troisième type à la fin. Il apparaît avec sa pipe et qui est donc très connu. Enfin, c'est le personnage central d'une ufologie scientifique, Tollé Boulon, aux États-Unis, puisque l'US Air Force avait fait appel à lui comme consultant scientifique sur le dossier au début du projet Blue Book. Pendant une dizaine d'années, il était du côté des sceptiques. Donc, tout ce qui était observé, c'est soit une erreur humaine d'identification, soit un phénomène naturel qui n'avait pas été compris, et tout roule. Et c'est vrai, il faut garder en tête que ce qui est intéressant dans le phénomène OVNI, c'est qu'en fait, c'est d'abord une observation. Et donc, de mener l'enquête pour savoir ce que c'est, et donc de trouver à quoi ça correspond en termes de phénomène naturel, eh ben en fait, c'est normal. Ça fait partie du phénomène, en fait. Ce qui devient anormal, c'est quand on est avec un phénomène où, en ayant écarté toutes les options, l'astronomie avec la position des étoiles, des phénomènes atmosphériques particuliers, des avions qui pouvaient passer loin, des lancements de fusées qui ont des problèmes. Quand on écarte toutes les causes
d'origine humaine ou naturelle qui pourrait expliquer ce qu'on a observé, qu'on a encore quelque chose. Et encore plus, bien sûr, pour des cas ou des observations encore plus fortes, par exemple quand il y a des traces au sol. Hein, donc voilà. Donc le fait de trouver des explications à des observations d'OVNI, c'est normal pour, entre guillemets, éviter les faux positifs. C'est-à-dire penser que c'est des ovnis alors qu'en fait, ce n'est pas forcément des ovnis au sens où on l'imagine. Voilà. Donc, en 6 mois, il y avait 6 fois plus d'observations et il y avait notamment 500 notifications en juillet. Donc, ce qui fait que il y a bien sûr beaucoup de notifications ou beaucoup d'alertes parce qu'il y a des phénomènes dans le ciel et donc automatiquement tous les gens décrochent leur téléphone et lancent l'alerte. Et d'un certain point de vue, c'est ce qui est sous-entendu à travers les petites lignes horizontales qui sont marquées là, qui marquent comme ça des jalons. Ils ont posé les moments où il y a dans la presse des articles sur le sujet. Et parce que leur hypothèse, c'est que, en tout cas c'est une hypothèse qui est présente du côté tant de l'US Air Force que de la CIA, hein, on va commencer à parler d'autres acteurs, parce que la CIA, à partir du mois de juillet, des observations de Washington, vu que ça s'est passé en plus au-dessus de la Maison-Blanche, eh bien, dès le 29 juillet, il y a des analystes de la CIA dans la direction scientifique et technique qui font des mémos sur la question OVNI et c'est à ce moment-là que se crée en fait un groupe d'études OVNI au sein de la CIA. Et pendant 6 mois, la CIA, tous les 15 jours, tous les mois, font des notes ou des rapports sur le dossier. Et en s'appuyant sur les années d'observation ou les années d'enquête de l'US Air Force sur le dossier, et en reprenant leurs conclusions, les conclusions de l'US Air Force étant que on est d'abord face à des phénomènes liés à des erreurs humaines d'identification et sans doute derrière de phénomènes naturels et puis les quelques cas résiduels qui échappent aux explications. Bon, ben, un jour on saura et tout va bien et il n'y a pas besoin de se fabriquer des histoires, quoi. Voilà. C'est vraiment la position plutôt psychologique et hystérie collective qui prédomine au sein des états-majors. Et la CIA s'inscrit là-dedans et inclut l'approche, la conception du dossier de l'US Air Force dans ses recommandations. Et donc il y a c'est pour ça qu'il y a ce côté, bon alors, quand il y a un article qui sort dans la presse, est-ce que ça occasionne des pics d'observation ? Okay, ils sont dans ces hypothèses-là, d'où le fait que ce tableau à la fois donne à voir comment le mois de juillet représente quelque chose. Il y a même d'ailleurs la conférence de presse que donnent les services du Pentagone sur la question des ovnis fin juillet 52 qui est mentionnée, et la manière dont ça se distribue sur l'année et où, en fonction des articles qui paraissent dans Life Magazine, dans New York Times, dans Look Magazine, comment en fait ça peut générer des pics ou pas derrière, et on voit qu'il y a plein de pics qui sont pas liés à des articles. Voilà. Donc 1500 alertes en 52, dont 300 qui sont restés non identifiés. C'est bien sûr dans ce sens-là qu'il faut entendre le mot UFO. En France, en parallèle, on a des ufologues aussi qui sont des pionniers du dossier. Et là, je vous ai montré, je voulais vraiment, pour leur rendre hommage, vous montrer ces couvertures d'ouvrages qui sont sortis tous les deux en 56. Donc on est 4 ans après les États-Unis. On est 2 ans après la vague de 1954 qui a eu lieu en France, une vague qui a été pareil, qui est aussi marquante pour la France entière parce qu'il y a eu beaucoup d'observations dans les régions, donc beaucoup de presse locale, de presse régionale qui se sont fait l'écho des déclarations de témoins et des observations qui ont été faites. Et donc en Europe, la question OVNI, ça démarre vraiment en 1954, tant par des observations en Italie, des observations en Belgique et aussi en France. La France au sens large, parce qu'il y a même une observation assez folle qui s'est déroulée à Tananarive, à Madagascar. Et donc, c'est Aimé Michel. Qui connaît parmi vous Aimé Michel? Ça lui dit quelque chose? Ouais. À part le monsieur de devant qui lève la main, il n'y a personne qui veut lever la main? Ah si, il y a une deuxième personne, d'accord. Donc Aimé Michel, c'était un philosophe, c'était un journaliste, c'est un auteur, et son cœur de recherche, c'était les ovnis et l'ufologie. Et donc, il a signé les premiers bouquins sur le sujet. Et l'expression qu'il a fait émerger, qu'il a médiatisé en quelque sorte à travers les livres qu'il a écrits ou les articles qu'il pouvait faire, c'était cette notion des mystérieux objets célestes. C'est le nom qui existait avant qu'on utilise le mot ovni, donc les MOC, les mystérieux objets célestes. Et un de ses contemporains, donc c'est Jimmy Guilleux, qui parmi vous voit un peu plus peut-être qui est Jimmy Guilleux. Donc là, il y a une main au fond, il y a toujours le même monsieur devant, il y a une deuxième main, une troisième main. Donc ok, Jimmy Guilleux,
moi, j'ai découvert son existence dans les années, à la fin des années 80, milieu des années 90. Il est décédé de mémoire fin des années 90, début 2000. Donc Jimmy Guilleux passait dans Ciel Montmardi de Chavannes, et lui, il nous disait les extraterrestres existent, les ovnis existent. Lui, il était à fond dans l'histoire du mythe et de Roswell. Les hommes en noir existent, on nous dissimule des choses, et voilà. Et donc, dès 54, en fait, Jimmy Guilleux a été celui qui a participé. Aimé Michel sort son premier livre en 54, ça c'est la traduction en anglais qui date de 56, et le livre qui est à côté avec la préface de Jean Cocteau, c'est le second livre de Jimmy Guilleux qui date aussi de 56, son premier date de 54, mais la couverture était moins jolie, donc c'est pour ça que je vous ai mis celle-ci, et qui est un peu plus caricaturale sur le côté blackout, sur les soucoupes volantes, et Jean Cocteau qui signe, je le lis pour ceux qui ne le voient pas, bonne chance à votre courage. Donc, on a des auteurs en France, mais c'est la même chose aux États-Unis avec d'autres auteurs qui font des premiers bouquins d'enquête sur la question UFO, sur les anomalies, sur le phénomène, sur les statistiques, qui dévoilent et se font l'écho des dossiers que l'US Air Force a suivis, notamment depuis 42, notamment depuis 47. Qu'est-ce qui s'est passé en France avec la vague OVNI de 54? Enfin voilà. Donc, il y a tout un mouvement qui commence à se mettre comme ça en branle et qui continue après. Donc là, le Science et Vie date de 1951. Je vous le mets pour mémoire. Il y a eu plusieurs Science et Vie qui ont eu des ovnis en couverture. Ça date de 51. Et le Historia à côté, il date de 81. Donc on est 30 ans après. Voilà. Donc plus on en parle, plus on en voit. On peut se poser la question. En tout cas, c'est une question qui avait, avec les années 80, en France, fait émerger une autre hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse socio-psychologique, en gros. C'est que, en fait, on est d'abord sur quelque chose qui est lié à nous. C'est nous qui voyons quelque chose, et comme c'est nous qui voyons quelque chose, c'est nous qui mettons du sens dans ce que l'on observe, et donc on va avoir une tendance à le voir comme comment en parallèle on a la science-fiction. Donc du coup, ça crée tout un truc. On se raconte une histoire comme quoi c'est des extraterrestres, c'est des soucoupes volantes, etc., etc. C'est cette phrase qu'on peut retourner. On croit ce qu'on voit ou on voit ce qu'on croit. Ok, donc c'est vraiment cette phrase-là à garder en tête. Donc je vous parlais de la CIA. En 2014, il y a un petit tweet que fait le compte officiel de la CIA. Je vous ai fait la photo du tweet parce que c'est quand même rigolo. Où ils disent, donc je vous ai mis, j'ai cherché à vous vraiment faciliter l'accès à l'information. Donc il y a la phrase originale en anglais et je vous propose une petite traduction à côté. Donc c'était le 2 février 2014. Vous vous souvenez des rapports d'activité inhabituelle dans le ciel des années 50 ? Eh bien c'était nous. Voilà, donc c'est la CIA qui, en 2014, via un tweet, se fait un petit plaisir fripon en disant qu'en fait, les observations d'OVNI dans les années 50, c'était nous, en fait. Ok, c'était vous. Ah bon, pourquoi? Donc en fait, il y a deux mots-clés qui sont intéressants. C'est U2 et c'est UFO Day. Donc c'est un tweet qu'ils font sur la journée mondiale des OVNI et qui fait référence à un truc qui s'appelle les U2. Et les U2, c'est le programme d'avions espions de la CIA qui a débuté en 54. Et donc c'est en 54 que débute ce programme d'avions espions. Donc c'est des avions qui, pareil, volaient à 60 000 pieds d'altitude. Donc c'est à peu près 25-30 km, 20 km de haut à peu près, environ 20 km de haut. Et donc ça volait au-dessus des avions de ligne. Et ça volait au-dessus de n'importe quoi qui pouvait voler à ce moment-là. Et ce qui fait que quand on est en dessous, qu'est-ce qu'on voit? On voit un flash lumineux, on voit des brillances dans le ciel. Et donc ça, c'est le premier modèle, ça, le U2. Donc j'ai mis quelques dates autour parce qu'en fait, c'est en 1954 que donc le programme se lance. Oui, c'est ça, oui, que ça se lance. Enfin, entre le moment de le décider de le faire et puis le fait que l'avion sorte et ça débute. C'est en 92 que les premiers rapports déclassifiés commencent à sortir, mais qui sont noircis de partout, donc c'est pas très très lisible. C'est en 97 qu'il y a un historien du renseignement américain, un historien officiel, qui donc vend la mèche et on est avec une divulgation officielle de ce programme et du fait que c'était confondu avec la question OVNI. C'est en 2011, là, le petit document, l'image qui est associée au tweet, c'est un rapport qui date de 2011, qui est donc vraiment le côté... il y a eu un article qui sort en 97 et qui dit... c'est un article sur la CIA et les OVNI, et il y a quelques paragraphes sur les programmes U2, et là, c'est un rapport dédié au programme d'avions espions de la CIA.
Et puis en 2013, enfin 2013-2014, c'est le tweet dont je vous parlais. Et ensuite, on a eu ces avions-là aussi qui sont arrivés, qui sont les Oxcard, ce qu'on appelait aussi les SR-71. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'il est métallique, il n'est pas noir. Après, il est devenu noir et on les a surnommés les Blackbird. Et celui-ci, qui est de couleur sombre, en fait, au début, il était métallisé. Ça a été les 3 premières années, les avions qui sont sortis étaient de couleur métallisée, ils n'étaient pas peints en noir. C'est par la suite qu'ils ont été peints en noir pour justement être plus discrets, puisque, évidemment, leur mission, c'était de survoler l'URSS et de prendre des photos. Hein, toujours la guerre froide. Petit jeu. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a d'un côté une photo avec des petites taches lumineuses, et de l'autre côté, il y a un soleil, je vous le dis, c'est le soleil, hein, avec un point noir. L'important, c'est le point noir. Donc, qu'est-ce que c'est? À votre avis, petit quiz, 2 secondes, un indice, c'est le nombre de points d'interrogation. Voilà. Non. Alors, réponse 1, satellite, non. Une mouche. Très bien pensé, bien vu, mais non. Satellite, non, non. Un oiseau, non. Tache solaire, non plus. Non, c'est juste pour vous montrer comment, en fait, on peut se faire des méprises par rapport à ce qu'on voit dans le ciel. Non, ce n'est point sur le... Alors, monsieur du devant nous dit que c'est le... Non, ce n'est pas l'objectif photo. Une tache, non. Alors, c'est Vénus. Les 2 images, c'est Vénus. C'est Vénus vue la nuit. Et à côté, c'est Jupiter, l'autre point lumineux au milieu des câbles électriques. Et sur le Soleil, c'est Vénus aussi, qui est en transit devant le Soleil. Okay, donc, en gros, je vous l'ai mis parce que au niveau des... Donc, c'est pour ça que ça fait 5 lettres, les points d'interrogation, parce que c'est Vénus. Et oui, je vous disais qu'il y avait un indice. Mais je me doutais que ça n'allait pas être forcément... Parce que moi, ça fait 2 ans et demi que je suis sur la question des ovnis et que j'investis et que je me documente, que je lis, que j'assimile les informations. Et donc, en gros, typiquement, Vénus, c'est 40, 30, 50% des méprises en termes de phénomènes naturels qui vont être vus comme étant par rapport à la question ovni, en l'occurrence. C'est pour ça que c'était intéressant qu'on fasse ce petit jeu ensemble. Ça, c'est d'autres types de méprises. C'est lié à Starlink. Bon, je vous ai dit directement ce que c'était. Hein. Donc là, c'est quand il y a une fusée Starlink qui emmène les satellites autour de l'espace, autour de la Terre. Il en largue une flopée de 50-60 à peu près à chaque fois. Et quand ils se mettent en position, là ils sont à 300 km d'altitude, là ils s'alignent pour se mettre en position orbite basse avant de monter sur leur orbite d'installation qui est à 550 km. Et donc il y a eu au début de lancement de Starlink en 2019, donc évidemment un pic des alertes par rapport à des phénomènes lumineux, mais qui était lié au satellite Starlink qui faisait cette queue leu lumineuse. Donc ça, c'est un exemple aussi de ce que ressemble Starlink, c'est ce concept des constellations de satellites de télécom. L'objectif de Starlink, la vision de Musk, c'est qu'il y en ait quand même 42 000 qui quadrillent la Terre. Donc un premier programme à 12 000 et un second programme dans un second temps de 34 000. Donc leur orbite type, c'est 550 km, même s'ils se positionne à 300 et après il monte à 550 et il y en aura encore d'autres en orbite géostationnaire autour des 1000 km. Et puis en septembre 2024, le dernier pointage, c'est qu'il y a 7000 satellites de Starlink qui sont autour de la Terre aujourd'hui. On ne va pas forcément discuter de la pollution lumineuse et des protestations que font les astronomes sur le sujet depuis qu'il y a cette initiative. Mais elle n'est pas toute seule, c'est pour ça que je vous ai parlé, que j'indique OneWeb et Kuiper, qui sont les 2 projets les plus avancés aujourd'hui, en termes aussi de constellation de satellites géostationnaires pour des visions de télécom et d'internet haut débit. Il y a aussi des projets russes, il y a aussi des projets chinois, donc la Terre commence à être bien entourée, et ça c'est une vraie photo, mais qui est faite avec la manière dont ces satellites sont autour de la Terre. C'est une vraie photo qui a été prise en orbite, et juste pour mémoire, donc ça communique dans les bandes de fréquences KU et KA, donc de 12 à 18 GHz et de 26,5 à 40 GHz. Et la fréquence à 26,5, elle pose souci parce que ça fait juste depuis les années 80 que les scientifiques, et je suis dans un contexte scientifique, pas dans un contexte santé, 26 GHz, c'est la fréquence de résonance de l'eau dans l'atmosphère terrestre. Et donc ce qui fait que ça crée, en gros, d'un point de vue uniquement scientifique et uniquement sciences planétaires et uniquement changement climatique, que des fréquences
comme celle-ci soit occupée, investie par des services télécoms avec des communications permanentes, c'est ça rend obsolète tous les satellites et tous les systèmes d'acquisition de données qui existaient jusqu'à présent, et ça fait aussi jeter à la poubelle 40 ans de données quant au suivi de l'eau, et notamment de l'eau vapeur autour de la Terre, donc les nuages, les précipitations, etc. etc. Parce que ça fait des faux positifs, ça fait des vrais négatifs, ça biaise de 30 à 40% les données quant à la présence de l'eau, et donc le cycle de l'eau, par rapport au climat, que ce conflit qu'il y a, un conflit d'usage, en jargon un peu institutionnel, conflit d'usage qu'il y a entre le télécom et les sciences planétaires. Ça, c'est très intéressant, le projet Esdalen. Ça dure depuis les années 30. Il y a des observations. C'est une vallée en Norvège qui fait 12 km de long à peu près. Et il y a des phénomènes lumineux qui sont observés spontanément là-bas. C'est documenté depuis très longtemps. Depuis les années 80, c'est étudié scientifiquement, sérieusement, et c'est marrant parce que c'est des équipes d'ufologues qui sont à la manœuvre dans le fait de mettre des capteurs, de mettre des engins qui suivent ce qui se passe. Il y a eu, au début des années 80, il y avait 15 à 20 observations par semaine, donc de lumière fugace qui pouvaient durer quelques secondes, mais aussi d'autres lumières qui, elles, duraient beaucoup plus longtemps, qui pouvaient durer plusieurs heures et qui se déplaçaient lentement, qui dérivaient comme ça dans la vallée. Et puis, depuis 2010 à peu près, on est à 10 ou 20 observations par an, mais ça continue d'exister. C'est intéressant parce qu'en fait, ça fait un peu le lien avec ce que je pouvais vous relater avec les précurseurs de séisme. C'est qu'en fait, il y a peut-être un paramètre sur la question OVNI qui a été sous-estimé jusqu'à présent, qui est la dimension géotellurique. C'est-à-dire pourquoi il y a des choses qui apparaissent à tel endroit et pas ailleurs. D'accord ? Donc, en tout cas, les phénomènes lumineux ont aussi une dimension géotellurique. Il n'y a pas que le psychosociologique. Voilà, et on fait le lien avec les vidéos de 2017. Celle-ci, je voulais sélectionner parce qu'elle a été prise en infrarouge. Elle a été prise en imagerie infrarouge, donc liée à la lumière. Et donc, ça fait partie des 3 premières vidéos du Pentagone qui ont été fuitées, qui ont été rendues publiques, que le Pentagone a authentifiées 2 ans plus tard. Et ce sont ces vidéos-là prises par des militaires. Là, en l'occurrence, c'est une rencontre, enfin une observation qui a été faite en 2004. Le porte-avions Nimitz. Donc un porte-avions aux États-Unis, c'est 15 navires flottants autour du porte-avions. C'est ce qu'ils appellent un groupe naval, aéronaval. Donc ça se passait à 150 km des côtes californiennes. Et donc ça, c'est une rencontre de 2004. 2 autres vidéos portées sur des rencontres de 2015. Mais en tout cas, elles ont toutes été fuitées en 2017. Et c'est ça qui a fabriqué une modification de ce qui se passe aujourd'hui autour de la question des extraterrestres. Non, des phénomènes volants non identifiés ou des phénomènes aériens non identifiés. Merci de votre attention.